Allô, allô, allô! Merci d'être là, c'est motivant. Ça nous permet de se sentir moins seul devant un micro, c'est toujours apprécié. C'est vraiment très, très, très apprécié. Donc, moi, là, je vais dire Philippe, Paul la toune. Philippe va dire un instant, là. Philippe va dire pas long. En attendant, vous allez bien, la gang? Ouais, yeah! Ça! Yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast de la maudite mais l'applaudissement! Alors, mon nom est Coralie Laperrière, je suis avec ma comparse Eve Landry et nous sommes les co-animatrices de ce beau podcast de la maudite paix qui est un podcast du collectif Gauche où on va essayer de parler d'enjeux, parler de solutions, parler de plein d'affaires. On est en direct de l'ACAL, le Pub Zéro Déchet sur Saint-Hubert, au 6849 Saint-Hubert. Et je dis un gros merci tout de suite aux serveurs qui nous servent, donc Léa Maud, Robin et Josh. Une bonne main d'applaudissement une dernière fois pour eux autres. Ça, c'était mon intro. Hey, c'est plus expéditif que la semaine passée quand même, donc c'est rodé un peu. Avant de commencer à voir autre chose, on aimerait reconnaître qu'on se trouve présentement en territoire non cédé à Tiohtià:ke, Montréal, le territoire du peuple Gagno-Déaga, la nation Mohawk. Et dans le même ordre d'idée, on aimerait signer la victoire des personnes qui résistent en ce moment à la coupe des forêts anciennes qui se trouvent à Fairy Creek en Colombie-Britannique, sur le site de l'île de Vancouver. Pour ceux qui ne savent pas, donc, ce sont des forêts anciennes qu'on ne doit pas couper pour une multitude de raisons. Ça fait un moment quand même qu'il y a un plan d'occupation là et la Cour a rendu récemment un jugement comme quoi la GRC n'a pas le droit d'expulser les occupants des sites concernés. Et ça, c'est une très grande victoire. Vous invite aussi à aller sur la page du Fairy Creek bloqué pour se tenir au courant de ce qui se passe. Il y en a qui ont voulu faire un trip au BC et aller aider. Let's go! Sinon, il y a toujours des GoFundMe et des donations. Ça aide toujours pour les gens qui sont sur le terrain et qui font de l'action. Yeah! Yeah! Hey, j'étais vraiment plus tard que la semaine passée. Là. Je suis contente. Ça va bien. Et on va dire déjà bonjour à nos invités qui sont déjà sur la scène. On trouve ça plus convivial comme ça. Donc, bonjour Rosalie, j'ai ton nom complet, Bélanger-Rioux, c'est ça, qui vient de la campagne. Nos quartiers ne sont pas à vendre d'alternatives socialistes. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Ça fait plus plaisir maintenant. Yeah! Ouais. OK, tu veux que je dise bonjour à Pascal? Ben ouais. Allô, Pascal! Pascal Mine, qui nous vient du registre citoyen des loyers, qui est aussi un militant de longue date pour l'accès au logement, tout implique emploi, habitation. Il fait plein d'affaires. Pour vrai, en pré-entrevue, j'étais super impressionnée. Rosalie aussi, franchement. On ne vous invite pas pour rien. Oui, cette semaine, on parle de crise du logement, d'accès au logement abordable, du droit à vivre quelque part de décent, chose qui est supposément un droit selon le droit international, mais on sait qu'en application, ça branle dans le manche, pour le dire dans des termes polis. C'est très poli, j'adore ça. Puis, je pense qu'on pourrait commencer avec un petit tour de table de notre expérience personnelle avec le logement. Moi, mon expérience personnelle, je suis une white bitch privilégiée, je suis désolée. J'ai eu la chance d'acheter avec mon conjoint une partie du condo de mes parents cette année, mais c'est genre une multitude de privilèges qui se pourraient juste pas dans la vraie vie. J'ai l'impression, genre, mes parents ont acheté vraiment pas cher il y a 25 ans. J'aurais pas pu acheter ça s'ils ne l'avaient pas acheté dans ce temps-là. Puis là, ils m'ont fait un prix
d'amis slash de famille, mais j'aurais jamais pu, puis là, c'est parce que mon chum, sa mère, en tout cas, genre vraiment, là, l'histoire privilégiée, bizarre, mais que si j'avais pas ces privilèges-là, je réalise que quand moi, je vois les condos, je fais comme, ou les apparts, je pourrais pas habiter nulle part ailleurs, je serais obligée de ne pas être à Montréal, sûrement, ou retourner en colocation, c'est pas une mauvaise chose, mais tu sais, ma situation changerait vraiment beaucoup si j'avais pas eu comme toutes ces étoiles-là qui s'étaient alignées. Et quand je pense à la crise du logement, j'ai comme une petite anxiété parce que je fais comme, ah, j'ai des amis qui rushent. Genre, toi, t'as rushé, là, quand même. J'ai rushé un peu pour la petite histoire courte. Au mois de mars dernier, on a eu des punaises de lit dans mon bloc d'appartement en pleine pandémie, en pleine situation d'isolement. C'est une situation qui m'a appris beaucoup de choses sur la passivité des propriétaires. Je pense qu'on dit souvent que le fait de ne rien faire en soi, c'est faire quelque chose. C'est choisir de ne pas aider ses locataires et de les laisser se démerder avec des bébites qui sucent leur sang. Mais ça m'en a appris aussi beaucoup, puis on en parlera plus tard à quel point c'est important, mais la collectivité, le voisinage, se serrer les coudes en bon français. Si je n'avais pas eu les voisins que j'avais au moment où j'ai passé à travers ça, je ne sais pas ce qui se passerait, mais je ne serais clairement pas en train d'animer un podcast avec le sourire en face. Donc, il faut parler à ses voisins, c'est vraiment important. Puis, je pense que vous êtes d'accord, vous me hochez la tête comme ça. Vos amis, oui. Moi, je pense aussi à l'espèce d'analogie des bébites qui sucent le sang. Ouais. On pourrait penser à plusieurs personnes dans la société qui font ça, mais avec d'autres êtres humains. Les propriétaires. Certains plus que d'autres, puis peut-être les grosses compagnies animaux plus que d'autres, mais c'est clair que c'est quelque chose qui se passe. C'est ça, comme tu disais, c'est un droit absolument fondamental, un besoin essentiel que d'avoir un logement. Mais il y a des gens qui se servent du fait que c'est tellement essentiel pour nous exploiter. C'est comme, t'as besoin de ça, on va voir que tu viens de le chercher vers moi, on va en profiter, je vais te sucer le sang, je vais te faire payer cher, puis ça. Puis en parlant d'expérience personnelle, moi j'ai habité à Boston aux États-Unis pendant longtemps avant de revenir à Montréal. Fait que j'ai vu ce qui s'en vient, parce que c'est encore pire là-bas, la crise du logement. C'est-tu le fameux genre c'est Toronto, c'est Vancouver? Ouais, un peu comme ça. Boston, New York, de villes aux États-Unis. Fait que on payait 2000 $ pour un 4,5 à 2. Puis il n'était pas en bon état, là, juste au cas où vous posiez la question, il n'était pas en bon état. Puis c'était tout à fait standard d'être dans cette situation-là. Puis eux autres là-bas, ils ont beaucoup moins de droits que nous. Ils n'ont pas de régie du logement administratif. Il y a une chance qu'on a changé de nom, ça change tout. C'est bien, on avance. Mais j'essayais de chercher, est-ce que mon propriétaire a le droit de faire telle affaire? Puis je trouvais rien, parce qu'il n'y avait rien. Fait que là, mes amis américains, maintenant que je leur parle de ce qui se passe ici au Québec, ils sont quand même, vous êtes dommage chanceux, tu sais. Je dis, ouais, t'es chanceux si tu le sais, si t'es capable d'aller chercher, si tu as le courage de défendre tes droits, parce que c'est tough là, de commencer du mauvais pied avec ton proprio, tu sais. Encore une fois, on est à leur merci sur plusieurs plans, dans le fond. Fait que je suis un peu sur mon expérience personnelle. Oui, puis Pascal, je sais pas si tu veux t'aventurer là-dedans, toi, t'as tout qu'une épopée. J'ai tout vécu, mais je vais embarquer sur les deux thèmes qu'on a entendus ici, là, parler avec ses voisins, puis en même temps se battre contre les proprios, qui est comme une journey, emotional journey, qui est vraiment difficile, tu sais. Moi, j'habite dans un triplex, puis on est peut-être comme une quinzaine de personnes qui habitent dedans. Puis on a dû se battre contre notre proprio, on est allé au tribunal du logement, puis si on n'était pas les 3 étages à se parler, puis à se dire, genre, c'est comme ça qu'on va gagner, puis c'est comme ça qu'on prépare un dossier, bien, probablement on aurait tous perdu. Le fait qu'on s'est échangé des idées, puis on sait comment les choses fonctionnent maintenant ensemble, bien, on a pu gagner les 3 qu'on a propriétaires. Mais comment vous avez fait, genre, t'as cogné chez tes voisins, t'es connaissais déjà, genre, pour les gens qui nous écoutent, qui sont comme, wow, ça se peut, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, cogner chez les voisins, carrément, c'est ça. Quand il y a des nouveaux voisins qui sont arrivés au deuxième étage, on était comme, hey, salut, tu veux fumer en même temps, on fume, puis on parle. Puis, tu sais, eux, ils sont comme, ah, c'est vraiment super, le loyer est juste 1 900 $ par mois. Puis, j'étais genre, tu savais, le loyer avant était 10$. Ouais, on parle d'une bonne augmentation. Oui, une grosse augmentation, comme on l'a dit. Si tu contestes dans les 2 prochains jours, il reste 2 jours pour contester, tu pourrais gagner possiblement pour que le loyer
qu'ils reviennent à 1000 quelques. Fait qu'il a fait cette démarche-là. Finalement, il n'a pas gagné, mais c'est revenu à comme 1500 ou 1900. Ça fait que là, ouais, c'est ça, on se parle. Non, mais c'est important je pense que, tu sais, souvent, on vous parle à ses voisins, puis on le fait dans des moments de crise. On va parler à notre voisinage parce qu'on a besoin d'aide. Mais il faut se parler de manière préventive. Il faut se connaître avant que la marque pogne. Puis j'ai vu aussi récemment il y a beaucoup d'appels à laisser son bail caché dans des tiroirs, à au moins s'assurer que, bon, il y a quelque chose qui se peut, ou ne serait-ce que, bon, j'ai eu punaise, je n'habite plus là où j'habite. Pour ceux qui s'inquiétaient, vous êtes tous safe. J'ai eu punaise, j'adore. J'ai eu punaise. J'ai dû quitter mon logement pour ces raisons-là, mais ma voisine d'en bas, je la salue si elle écoute, a encore une photo de mon bail et mon numéro. Et c'est important si vous êtes capable de laisser à votre voisinage ces informations-là, parce que bon, on peut laisser un bail dans un tiroir, mais j'ai aussi vu l'effet contraire qui est des proprios qui vont faire un tour dans l'appart avant pour être sûr qu'il n'y a rien derrière. Oh my God! Si je peux pousser peut-être même le concept de solidarité plus loin, là, parce que je trouve ça super inspirant comme histoire. C'est important justement qu'on montre de la solidarité avec les locataires autour de nous, les voisins, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut même pousser plus loin la solidarité parce que il y a des trucs qui se passent dans nos quartiers, disons, dans des endroits où comme je sais que vous êtes allé à un terrain vague vendredi passé, il y a peut-être personne qui habite là en ce moment, mais c'est quand même super important qu'on planifie nos quartiers, tout le monde ensemble, pour nos besoins, pas les besoins des proprios, pas les besoins des capitalistes, du monde qui veut faire la base de cash. Fait que moi, je dirais même que essayons d'étendre la solidarité à plus loin que le monde dans notre bloc, mais ça ne sera pas facile, mais oui, il faut en C'est exactement ce qu'on veut nous autres ici, fait qu'on va en parler. Mais parlons du bail, justement, parce que Pascal, t'as mis au point, c'était tes amis, t'as fait ça, tes amis. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait partie d'une cohorte à la Maison de coopération sociale. Puis, un des personnes qui faisait partie de l'incubateur était Adam Moncrin. Et lui a mis sur place le registre citoyen des loyers, voilà, qui est, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un peu comme le Wikipédia des loyers. Donc, vous êtes tous invités à aller entrer, dans le fond, vos informations, pas vos informations personnelles de votre nom, votre numéro d'assurance maladie, puis toutes ces affaires-là, mais juste votre bail est combien, juste pour que les gens le sachent. Puis on vous invite aussi, si jamais vous êtes en processus de déménagement, à aller voir si d'un coup que l'information est là, et là, vous savez que vous êtes en train de vous faire avoir, ben, tu sais, hein? Quand on le sait, on peut faire des affaires. Puis ce registre-là, vous l'avez fait pour les citoyens. Oui, ils l'ont fait. Moi, je vais pas m'approprier le travail, mais c'est un outil que j'utilise, c'est la manière numéro 1 de combattre la gentrification. Quand on veut combattre la gentrification, c'est la première chose qu'il faut faire. Si votre bail va là-dessus, vous ne faites pas vos devoirs. Idéalement, à chaque fois que vous déménagez, vous faites faire une session de bail, ou sinon vous observez ce qui a été payé avant dans ce nouveau logement-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont mis dessus. Moi, je suis en train de regarder pour un nouveau logement, puis à chaque fois que je regarde les annonces en ligne, le bail n'est pas là sur le registre des loyers. Ça, c'est un gros problème aussi, c'est que c'est comme un band-aid. C'est vraiment symbolique, ce site web-là. Parce que idéalement, c'est le gouvernement qui devrait faire cette job-là. Puis là, ça pose la question, ou ça met en emphase pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas. Puis, tu sais. Et au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Puis là, tu regardes des articles de journaux, puis André Laforêt, la ministre de l'Habitation, sa réponse c'est dans d'autres villes, ils l'ont essayé, puis ça ne marche pas. Et seul commentaire, aucun développement, aucune analyse critique, aucun, regarder les pour et les contre, regarder comment ça fonctionne vraiment, les causes conséquences. Fait que tu dis, ben, peut-être que Mme André Laforêt, elle fait partie de la Corpic, possiblement, puis possiblement, elle a plein de bâtiments qu'elle possède elle-même pour son propre bénéfice. Fait que ça ne ferait pas de son intérêt pécuniaire à elle. Possiblement. Possiblement, je dis ça possiblement. Mais je me dis, c'est une hypothèse, pourquoi elle ne ferait pas mettre en place un régime d'impôt provincial.
Ben oui, parce qu'on va en parler justement. On est en crise du logement, ce qu'on appelle crise du logement. Elle a lieu à Montréal, elle a lieu pas mal partout au Québec, ce qui est une première. Là. Il y a des gens de Rimouski qui m'ont dit genre, hey, c'est la première fois qu'il y a comme une big gentrification à Rimouski et qu'il faut gérer ça. Et donc, par pénurie du logement, on entend. Ce que je me rappelle de ce que l'organisme GoGo a partagé sur sa page Instagram et Facebook. On les salue. 3%, quand on est à 3% d'occupation environ, en bas de ça, on est en crise du logement. Il y a certains territoires qui sont à 1%, donc des chiffres vraiment intenses. À Montréal, étonnamment, à cause de la COVID, il y a des gens qui ont quitté la ville et il n'y a pas eu l'arrivée de masse de personnes immigrantes comme à chaque année à cause des étudiants d'étrangers. Oui, ça a été tout retardé. Donc, à Montréal, ça a comme été moins pire. Mais par moins pire, on entend, il n'y a pas de gens dans la rue. Ben oui, il y a des gens dans la rue, mais il n'y a pas 500 000 personnes dans la rue comme il y aurait peut-être pu avoir si la vie avait continué comme elle est. Donc, la ministre Laforêt, elle, dit qu'il n'y a pas de crise de logement en ce moment au Québec. Ça, c'est une ministre. Fait que c'est quoi? Fait qu'on va essayer de m'expliquer parce qu'il paraît que la CAQ écoute pas mal notre podcast. C'est quoi la crise du logement en termes que François Legault va comprendre? François Legault qui pense qu'on peut se loger avec 500 $. C'est ça. On va ramener les ministres à notre niveau. C'est quoi la crise du logement dans vos mots à vous? Ben, moi, en fait, je rajouterais, tu disais que le taux d'inoccupation n'est peut-être pas si pire que ça à Montréal, finalement. Mais ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est dépendant de le loyer coûte combien. C'est ça. Fait qu'en fait, avec les loyers. Est-ce que j'ai volé ce que tu avais dit? Vas-y, ben non. Vol. J'ai pas les chiffres exacts des statistiques en tête, là, mais tu sais, on s'entend, c'est normal que les loyers qui sont moins chers, ben, il y a plus de gens qui vont vouloir habiter là, donc le taux d'inoccupation est encore beaucoup plus bas. Tandis que dans les condos de luxe, les appartements de luxe et tout ça, ben, le taux d'inoccupation est plus grand parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui peut se payer ça. Fait que ça fait que finalement, le taux d'inoccupation est pire pour les gens qui sont déjà marginalisés, les gens qui ont déjà de la misère de plusieurs façons. Ça fait juste remplir les cas. Puis les gens, eux autres, qui ont assez d'argent et qui peuvent se payer le condo de luxe qu'ils veulent, ben, ils ont le choix parce que le taux d'inoccupation est élevé et qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Mais... Ben, écoute, peut-être que Pascal a des pistes de réflexion. C'est quoi la crise du logement? Comment tu expliquerais ça à un ministre, mettons? Ben, disons, le fait d'avoir vu l'été dernier, le premier village de tentes de sans-abri à Montréal, ça, c'est un vraiment criant. On le voit maintenant, on est dans une crise. Une crise qu'on voit ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres pays, aux États-Unis, à Vancouver, à Toronto. Puis, tu sais, c'est des histoires qui sont déjà vécues. On peut prévenir cette affaire-là. Puis là, ça arrive là, live. La crise du logement, c'est ça. C'est le fait qu'on n'a pas de mécanisme, on n'a pas de système qui garantit l'habitation pour tous et qui fait en sorte que le logement que l'habitation, ce n'est pas un investissement financier, qu'on est capable de protéger l'habitation comme un droit humain, comme l'est la santé. Right? Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Sauf pour les dents et les pieds, puis ben, on va c'est ça, les yeux, les affaires en même temps. On est vraiment dans un truc philosophique un peu bizarre, parce qu'on comprend au Canada que la santé, c'est universel, tout le monde devrait avoir ça. Mais les êtres humains, on a besoin de la santé, on a besoin d'un toit, on a besoin de bouffe, on a besoin de liens sociaux. Puis ces choses-là ne sont pas toutes garanties, mais ils devraient toutes l'être. Puis c'est un choix politique que de garantir ces choses-là. Puis c'est un choix politique de ne pas les garantir aussi. Fait que là, c'est ça. Il faut une réflexion sur la crise du logement, en fait, c'est une crise qui est décidée, qui est en fait volontaire et active. Parce qu'on maintient le logement comme étant un bien marchand au final. Puis on en a beaucoup parlé, ça veut rien dire pour vous autres, c'était pas au pré-entrevue, mais nous autres, on en a parlé. Puis ce qu'on a... Vous êtes tout bitché. Mais non, mais on parlait énormément de la transformation du logement en tant que bien marchand, puis le faux revenu passif, puis le fait que, tu sais,
Moi, ce qui me fait rire au final, c'est qu'on chiale souvent sur rire jaune, disons. Là. Mais souvent, on va parler en mal des gens qui n'ont pas de domicile fixe, qui vivent dans la rue, ou les BS qui profitent et qui ne veulent pas travailler. Mais quand il est temps de parler de grands promoteurs immobiliers qui veulent juste avoir un énorme revenu passif, là, soudainement, pas travailler, c'est chill. En tout cas, je dis ça de même. Parce que tu disais, en fait, tu parlais, c'est ça, le logement, c'est un bien essentiel, la santé, l'éducation, c'est des biens sociaux aussi, tu sais. Mais c'est ça, c'est toutes des choses où est-ce que, d'une certaine façon, ici et là, le privé a grugé plus ou moins, évidemment, dans le logement, le privé est vraiment là. Puis ça fait que c'est des besoins, c'est ça, absolument essentiels, mais on laisse le soin en guillemets, aux gens qui ont déjà de l'argent, de nous proférer, de nous donner accès, encore une fois, en guillemets, à ces besoins essentiels sous leurs conditions, sous les façons dont ils veulent nous, ils et elles, veulent nous donner accès à ces choses-là. Mais tu sais, c'est des choses tellement fondamentales qu'on devrait, on devrait prendre le contrôle. Là, je ne sais pas de quelle autre façon de dire ça, mais tu sais. De même, pas même. Je veux dire, les pro-révolution. Hein, on peut tout changer. Tu sais, qui devrait décider pour les choses les plus fondamentales? Du monde qui veut juste faire la passe de cash ou du monde qui en a besoin de ces affaires-là? Tu sais, dans le fond. Puis c'est ça, le monde qui ont déjà de l'argent puis qui investissent dans les condos de luxe puis dans les appartements puis tout ça. Pensez-vous vraiment qu'ils font ça de bonté de cœur pour nous offrir un joli service parce qu'on est dans le besoin et qu'ils veulent nous aider? Mais non, mais la richesse s'écoule vers les autres strates de la société. Ben oui, écoute, regarde, c'est pas vrai, je crois pas, c'est eux qui disent ça. Mais ouais, d'ailleurs, sur la spéculation immobilière, on est en train d'en parler un petit peu. J'ai compris un peu plus c'était quoi grâce à l'événement organisé par Gauche, et je salue aussi Litchi qui a tout organisé ça. L'événement Le Pavillon qu'on a fait vendredi dernier, Pascal était là, on a eu une belle discussion après, c'était vraiment le fun. Regardez nos événements sur Facebook. Mais on a eu un événement sur la spéculation immobilière. Dans le fond, on était au Boisé Steinberg et c'est où ça, le Boisé Steinberg? Le Boisé Steinberg, c'est dans Hochelaga Maisonneuve et c'est un merveilleux boisé, un merveilleux parc un terrain vert qui appartient un petit peu à la ville, un petit peu à Raymond Logistique, un petit peu à Raymond. Un des seuls terrains verts de Hochelaga Maisonneuve, faut-il le rappeler. Exactement, qui est un grand îlot de chaleur qui peut causer des décès lors de vagues de chaleur quand on est dans un îlot de chaleur, comme on en a parlé la semaine passée à la semaine de la santé publique. Et donc, ce boisé-là va être détruit pour faire un gros stationnement de conteneurs dégueulasse sans avoir vraiment consulté les citoyens là-bas. Et bref, on a fait un projet, on a fait un événement avec le pavillon, avec Shock Value qui est derrière, justement. Allez, shout out! Non? Ils sont pas silencieux. C'était super beau, c'est un bel événement. Ils l'ont fait tantôt, justement. Ils reviennent de cet événement-là aussi. Donc, le pavillon, on s'intéressait sur combien ça vaut ce terrain-là maintenant qu'il y a une structure de bois. Soudainement, les gens ils vont à la structure de bois et soudainement, ça vaut plus cher. Et là, ça devient un bien marchand. Et ce qu'on s'est peut-être expliqué, ce que j'ai cru comprendre, c'est que des fois, on va construire des condos, des immeubles en condos, et ce n'est pas nécessairement pour que les gens y habitent, mais c'est seulement pour le revendre. Donc, ça devient vraiment comme des actions à la bourse. Ça devient un endroit où personne n'habite vraiment. C'est juste pour le revendre. Et aussi, le Journal de Montréal, je m'en veux de faire un shout-out à eux autres, mais gars, ils ont fait, vendredi, justement, ils ont sorti un article comme quoi les logements abordables, souvent, il y avait des petites crosses qui se faisaient. Donc, les promoteurs immobiliers vendaient les logements dits abordables à des personnes riches, comme des médecins, des avocats, des gens en grand moyen, qui achetaient à peu près 5-6 logements d'une shot. Et après ça, à un prix abordable, et on s'entend par abordable, on parle quand même de 250 000 $ pour un 4,5, ce qui est vraiment pas cher. Pas cher. La famille moyenne peut se payer ça. Et après, il faisait des flips presque instantanés, donc en 2 ans, 3 ans, il était capable de revendre le condo 400 000 $, 500 000 $, ce qui fait des chiffres complètement flabbergastants, disons le même. Oh! Et la lumière floue! Et la lumière floue au moment où j'ai dit flabbergasté. Et
J'ai des pouvoirs, je ne vous l'ai pas dit, je suis une sorcière. Donc, c'est ça, donc on a des condos qui existent, qui sont faits pour que personne n'habite dedans, alors qu'il y a des gens dans la rue, juste pour pouvoir faire du cash là-dessus. Ben oui, puis d'ailleurs, à cet effet, avec nos quartiers ne sont pas en vente, vous avez fait des actions aussi pour essayer d'éveiller les consciences à tous ces terrains non habités. Oui, mais justement, dans le sud-ouest, récemment, on a posé des bannières sur certains buildings abandonnés, parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, dans Griffintown, tout ça. On ne connaît pas nécessairement l'histoire de tous ces endroits-là. Là. Soit les propriétaires, ils ont déménagé leur commerce, ils ne l'ont pas encore vendu, ils attendent que ça prenne la valeur. Ils l'ont juste abandonné parce qu'ils ne voulaient pas décontaminer le terrain, on ne sait pas, tu sais. Mais reste qu'il y a des endroits où on pourrait loger du monde pendant qu'il y a du monde qui dort dehors. Vous trouvez ça correct, non? Non. C'est un nom unanime de la foule pour ceux qui écoutent à l'audio. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, c'est ça, on parle de condos de luxe qui se font construire à la pelletée, mais qui sont comme un peu vides ou qui servent à la spéculation. Ça non plus, hein? Non. Un deuxième nom unanime de la foule. Mais justement, on en avait pas. Qu'est-ce que vous proposez, mettons, nos quartiers? Qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments vides-là? On rentre dedans? Exactement, on les exploite. Si on pouvait les exproprier pour que ça devienne sous contrôle, disons, municipal, ça pourrait être très bien, tu sais, mais oui, je veux dire, des mouvements de squatteurs, ça a déjà eu lieu, dans le fond, à Montréal, si on regarde l'histoire. Ça n'a pas nécessairement toujours super bien fonctionné, peut-être parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'organisation puis de plan de OK, mais maintenant qu'on squatte, on fait quoi? Tu sais? Parce qu'il faut changer le système qui fait qu'il y a maintenant des trucs abandonnés alors qu'on devrait loger du monde, plutôt que juste aller squatter ici et là pour le fun. C'est un peu ce que nous, on essaie de mettre de l'avant. Je parlais d'organiser les quartiers ensemble, plutôt de planification démocratique des quartiers, c'est un peu ça qu'on met de l'avant. Oui, on pourrait, par exemple, les transformer en modèle coopératif ou des choses comme ça, Pascal? Possiblement, parce qu'il y a plusieurs actions possibles. Quand on parle de choses qui ont fonctionné, on peut penser à Bâtiment 7, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, un bâtiment qui a été repris par des citoyens du quartier pour le transformer en plusieurs coopératives. On peut aussi penser à le quartier Milton Park, dans le plateau Mont-Royal, dans les années 60-70, qui a été repris par les citoyens puis qui a été transformé en fiducie foncière communautaire, puis en coopérative d'habitation, qui a été sauvegardé. Maintenant, les loyers, là-bas, c'est ridicule. J'ai essayé d'appliquer pour un des 8,5, 9,5, je ne sais pas trop, là, sur 2 étages, 4 chambres, puis ça venait à 800$ par mois. Right? Fait que quand tu dis le logement peut être préservé à ce prix-là, et si on fait en sorte que les logements soient à but non lucratif, on n'a pas besoin d'augmenter le loyer pour qu'il soit à 2 000$ par mois. Ce 2 000$ est artificiel. C'est des gens qui se mettent de l'argent dans les poches. Fait que, pour maintenir les buildings, c'est pas autant d'argent qu'il faut. Il y a des solutions qui existent, puis là, il faut les implémenter. Mais quand tu dis les citoyens ont repris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés planter un drapeau? Qu'est-ce que c'est quoi reprendre un bâtiment, mettons? Il y a des livres là-dessus, je vous invite à les regarder, mais à ma compréhension, ça commence par des mouvements grassroots, des gens qui se parlent entre eux du voisinage, qui vont s'asseoir carrément dans leur bâtiment devant des bulldozers qui viennent, tu sais. Puis après ça, une fois qu'ils se font arrêter par la police, qu'ils se mettent en prison, qu'ils vont en cours, finalement, il faut trouver de l'aide juridique et il y a beaucoup de presse autour de ça, puis finalement, ils arrivent d'une manière. Là, je ne sais pas comment ils ont fait exactement. C'est presque le drapeau, là. C'est quand même ça, là. Ils vont, là, physiquement. Ils vont physiquement, puis ils disent ça, c'est important pour nous, puis nous, on ne va pas bouger jusqu'à temps que ça soit réglé, ce problème-là. Puis les municipalités viennent aussi encourager, puis les gens importants viennent aussi mettre leur pied dedans, puis c'est de trouver tout le réseau social qui va venir t'aider à trouver les solutions juridiques et puis de politique. Oui, parce que c'est pas facile à comprendre non plus. Là. On s'en parlait là, entre monde qui ont essayé de faire ça, des coops, mais j'ai lu là-dessus récemment parce que dans mon processus de me débarrasser des punaises, je me trouvais aussi de maudit Jésus que j'avais
voyons pourquoi j'ai pas voulu sacrer. Parce que de voir où de fuck que j'allais vivre, j'ai appliqué énormément en coopérative, puis je me suis demandé, bon, comment on démarre ça en coopérative? On peut-tu reprendre notre bloc, puis genre le gérer nous-mêmes, parce que c'est gérer tout croche cette invasion de punaise-là. Puis c'est pas lisible. La réponse est non. C'est vrai. Ah. Je sais, mais c'est dommage. Puis en tout cas, c'est que souvent, je trouve que c'est ça qui arrive, c'est qu'on a envie de prendre position, on a envie de faire des actions, on a envie de passer aux gestes, mais on se bute à une littératie juridique qui est complètement invisible. Puis après ça, on vient nous dire que oh non, mais on a une politique transparente, toutes nos lois sont accessibles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un projet de loi sur le site de l'Assemblée nationale, mais c'est les plus grandes migraines que j'ai jamais faites de toute ma vie. C'est le fun pour dormir, par exemple. Ah, ça endort, ça sonne bien raide. Bien raide. Mais on s'entend que les lois ont été faites pour le bénéfice de, pas nous autres. Non, comme tu parlais d'André Laforêt, Pascal, que c'est sûr, elle ne va pas faire ça parce que ça ne serait pas dans son intérêt. complètement. Mais on vote pour elle. Mais on excluant la personne qui parle, mais c'est arrivé quand même. Mais j'aime ça, on a parlé de coop, puis on avait parlé, Pascal aussi, les coops, c'est pas accessible à tout le monde non plus. C'est quoi? Ouais, OK. Comment ça fonctionne les coops? Ouais, comment ça fonctionne les coops? Comme ça, Fait que là, moi, j'apprends tout ça sur le tas. En fait, je suis un citoyen qui a été réinvesti dans le plateau Mont-Royal, Classic Story. Mais pas tant classique que ça, là. Le nouveau propriétaire était venu avec ses gardiens de sécurité privés chez nous. Oh my God! A pris toutes les affaires des gens, ils sont mis dans la rue. Jour au lendemain, tu sais, 31 juillet, les faux jours, tout le monde était dans le parc, anyways, on était pas là, il y a personne qui était là. Comment il a fait? Il est monté en haut, chez nous, il y avait la clé pour monter chez nous. Puis il a dit, hey, si c'est possible, tu peux venir en bas de l'extérieur, je vais t'en parler un à un. Puis il pêchait les gens dans la chambre, puis ils les amenaient à l'extérieur, puis à l'extérieur, il y avait des gardes de sécurité privés qui bloquaient la re-rentrée à la porte. Voyons Ils donc. re-rentraient à l'intérieur, repêcher des gens. Fait que là, nous, on était comme, what the fuck, on ne veut pas comme pousser les gardes de sécurité pour pas être criminalisés. Fait qu'on appelle la police, et on dit à la police, ben écoutez, le propriétaire, il jette nos affaires dans la rue, il y a quelque chose à faire. Ils sont comme, on est désolé, c'est pas criminel, c'est civil. Ouais. Fait que vous, hein? Fait que tu dis, mais les policiers, ils sont pas vraiment là pour t'aider. Fait que là, ils ont dit, ben, appelez le régie du logement. C'est pas le régie du logement. On était comme, on essaie d'appeler, mais c'est le 31 juillet, ils sont en vacances. Right? Fait que là, tout le monde était à la rue le jour du lendemain. Beaucoup de gens qui habitaient, on était un collectif d'artistes dans un loft sur 2 étages, au-dessus d'un théâtre, le théâtre de Gilles Latulippe. Et puis. Oh mon Dieu, c'est en face de ma job. Je me sens encore plus proche de ton l'escalade. Oui. Non, je travaille au théâtre à Licorne. On les sait. C'est pas bien. Mais c'est ça, finalement, c'est ça. Lui voulait faire un filet immobilier, ce qu'il a fait, il a réussi. Pour leur vendre à le loyer à des probablement français, je ne sais pas, peut-être. Et pas pour moi, pour dire que c'est juste les Français qui peuvent se permettre ça, mais pour dire que finalement, il y a des mécanismes qui font en sorte que c'est profitable de faire flipper ton logement. Puis il y a des mécanismes pour le faire. Même si la loi te protège les locataires, tu protèges. Au final, si tu es un locataire qui s'est fait jeter à la rue du jour au lendemain, tu ne vas pas te battre pour ce logement. Non, parce que tu as d'autres priorités. Là, toi, il faut que tu trouves où c'est que tu vas vivre. Oui, entre-temps, parce que ça prend 1 an pour pour aller à la cour. Et durant ce temps-là, tu vas retrouver un autre logement, puis tu auras refait ta vie à ce moment-là, tu auras refait des nouveaux liens sociaux. Anyways. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont finis dans la rue, il y a des locataires qui ont passé tout l'été à camper sur le Mont-Royal parce qu'il n'y avait pas de maison, ils venaient des familles d'accueil. Et puis, finalement, on s'est fait repêcher dans les nouvelles, puis bâtir son quartier, qui est une GRT, Groupe de ressources techniques. Eux, ils créent des coopératives d'habitation. Puis, comment ça fonctionne, les coopératives d'habitation, c'est que il y a 4 GRT sur l'île de Montréal, dont bâtir son quartier. Puis eux, ils prennent des citoyens pour créer des coopératives d'habitation
Sur papier, c'est en fait des citoyens qui se regroupent entre eux, qui créent des coopératives, mais en pratique, c'est des GRT qui survivent en créant des logements coopératifs avec des promoteurs immobiliers privés et ils bloquent les citoyens qui voudraient mettre leur nom dessus. C'est un peu ce qui est arrivé à nous. C'est encore une grosse machine. C'est une grosse machine. Toutes ces GRT-là sont des OPNL, ils veulent du bien, puis au final, ils font du bien. Mais c'est une grosse machine. Et grâce à eux, on a pu être plugué dans un projet qui s'appelle C4E. C'est un projet d'architecture, un concours international d'architecture. Puis, on a construit, donc, ils ont pu nous pluguer dans un projet sur le canal de la Chine, Vieux-Port, super beau site, 40 unités de logement. Puis, nous, ce qu'on espère faire, c'est un cohabitat là-dedans. Mais oui, il y a des barrières à créer des coopératives, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il faut nous-mêmes remplir tous les papiers. Tout. On a de l'accompagnement, mais ce n'est pas simple. Beaucoup de temps extra. Puis après ça, tu as d'autres problèmes avec les coopératives, comme récemment, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, il y a beaucoup de discrimination raciale. Parce que souvent, les coopératives, c'est eux qui sont ce qui est super, c'est qu'ils sont souverains de leur propre bâtiment. Mais ça veut aussi dire qu'en tant que membre de la coopérative, tu choisis qui va être ton voisin, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, souvent, tu as des biais ethniques, raciaux, politiques, peu importe, pour que tu habites avec les gens qui te ressemblent, qui est une bonne chose, c'est d'habiter avec les gens qui nous ressemblent, mais ce qui crée aussi des ghettos Bien, forcément, parce que je veux dire, les gens qui ont le temps de. Bon, c'est beau, là, ce projet de C4E, puis s'impliquer avec bâtir son quartier, tout ça, mais on s'entend que les gens qui ont le temps de faire ces démarches-là, c'est genre nous autres, là, nous, on va faire des podcasts. C'est ça, c'est des personnes blanches, éduquées, relativement privilégiées, qui se rentrent là-dedans, qui ont du temps. Comment on fait pour. As-tu une piste de solution? Comment on fait pour un peu. J'imagine que le contraire va arriver aussi, ou qu'il essaie de bien paraître un peu comme une compagnie, puis faire oh non, une personne noire est là-bas. Comme, y a-t-il un moyen de combattre ça un peu? As-tu une idée? Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre coopérative, dans le fond? Oui, c'est ça. Nous, on a réfléchi à cette question. C'est une question qui est vraiment très existentielle. Donc, comment tu fais pour avoir la mixité sociale, mais aussi avoir une cohésion sociale? C'est ce qui arrive dans ce moment, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de coopératives ou d'entreprises vont essayer d'avoir une mixité sociale, mais au final, tout fonctionne comme des Blancs. On parle la langue des Blancs, on parle en français, les choses fonctionnent en français, puis pas seulement en français, mais dans cette philosophie de fonctionnement qui est comme d'une manière spécifique. Fait que ce qu'on veut essayer dans notre coopérative, on a 3 étages, 40 unités sur 3 étages. Puis l'idée, c'est que chacun des étages soit souverain de qui vont habiter dans qui vont être voisins entre eux. Et idéalement, c'est que vous avez chacun des étages une propre culture. Je ne parle pas de culture ethnique, culture genre comme les Arabes, mais une culture genre comment on fonctionne et est-ce que c'est. Nos règles du vivre ensemble à nous autres. C'est ça. Et que chacun soit divisé. Chacun des étages soit divisé de même. Fait que, pour nous, c'est une manière de. Je m'inspire beaucoup d'un livre qui s'appelle Pattern. Je vais le livre. On va remettre sur l'événement Facebook tantôt, on va vous le mettre. On va vous le trouver. On est des recherchistes de feu. Si vous dites des gens en architecture, vous allez prendre ce livre-là, mais c'est Pattern Language d'Alexander something. Puis, une de ses premières, j'ai un nom, c'est un nom. Mais un de ses principes, c'est que tu as 3 types de villes. Des villes qui sont complètement segregated, tu as des villes qui sont complètement mixtes, et des villes où tu as des pockets genre de culture qui ont des espaces de rencontre. Okay. Puis lui, il dit qu'il faut privilégier cette 3e option-là, parce que dans la première option, quand everything is segregated, genre, il n'y a pas de communication entre les gens, puis ça crée beaucoup de tension entre les quartiers. Quand tu as tout mixé, ben, en fait, tu as un hodgepodge de nothing. Tu as juste un zéro culture. Puis quand tu as des espaces exclusifs avec des espaces de rencontre, tu peux cultiver différentes cultures puis avoir des lieux d'échange.
Fait que pour moi, ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir ces théories-là dans nos habitations et comment on fait pour ne pas répéter des erreurs d'urbanisme dans notre habitation. Parce que c'est plus compliqué que juste appliquer le code Morin et la démocratie-ish. Moi, je le sais parce que je me suis impliquée dans mon syndicat de copropriétaires parce que je crois à ça, des gens qui s'impliquent. Mais j'ai jamais vu tel bordel. C'est vraiment fou parce que c'est tous des propriétaires qui ont des condos, qui veulent que ça soit bien fait et qui pensent qu'on est des compagnies qui gèrent ça, alors que c'est moi, mon chum, puis un autre dude qui essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les infos qu'on a, on essaie d'appeler du monde et tout, mais les gens pensent qu'ils sont dans une grosse compagnie, ils pensent qu'on est dans un gros agglomérat d'immobilier. Je pense que c'est souvent des gens qui ont été locataires avant dans ce genre d'entreprise-là et qui pensent que c'est ça aussi, mais c'est très difficile de faire travailler les gens. Donc, tu sais, par exemple, il faut juste laver le corridor des escaliers. Personne ne veut le faire. Personne. Fait on appelle quelqu'un, on engage quelqu'un, on dépose l'argent. Et là, tu vois, on a la démocratie, on a le code Morin, on fait tout ça. Et pourtant, il n'y a personne qui veut s'impliquer, il n'y a personne qui veut donner du temps, il n'y a personne qui veut donner de l'argent. Donc, on se ramasse on voit que c'est la culture capitaliste le problème là-dedans parce que ces gens-là, ils sont là pour leur investissement, ils ne sont pas là parce qu'ils habitent leur maison. Moi, c'est ma maison que j'ai grandi, fait que j'ai un attachement personnel énorme à cette place-là. Puis quand moi, je vois quelqu'un qui pense à son investissement, j'ai mal, tu sais, je fais comme, OK, mais moi, je pense pas à combien ça va coûter dans 3 ans, je pense à mon bien-vivre maintenant. Puis c'est weird, ça prend plus que de la démocratie pour décoloniser nos esprits, disons-les. Là, on est très dans un aspect capitaliste et colonial. Il faut décoloniser, puis décoloniser, ben, c'est bien plus difficile qu'un droit de vote à l'Assemblée. Est-ce que je peux continuer à bâcher le capitalisme dans ce sens-là? Ben oui. Toujours! Tu parlais justement que le monde ne veut pas s'impliquer, puis oui, c'est ça, il y en a sûrement qui ne veulent pas s'impliquer parce que, comme tu l'as bien expliqué, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons aussi, comme par exemple le fait que, on est tellement tout occupé, il y a tellement trop de choses à faire, on a tellement de stress dans nos vies, on est tout le temps en train d'essayer de survivre, justement, de vouloir faire un investissement pour planifier sa retraite, parce qu'il faut bien planifier sa retraite, parce qu'il n'y a personne qui va te sauver quand tu vas être à ta retraite, quand tu seras juste capable de travailler. Fait qu'on a plein de stress qui nous viennent de cette vie de consommation, puis de sexisme, puis de racisme, puis de. Tout nous arrive de toutes les parties, puis on essaie de se sauver individuellement de tout ça. Fait qu'on n'a pas le temps, justement, d'aller s'impliquer. Puis c'est ça, puis en plus, il y a du monde qui, à cause de leur oppression spécifique, doivent travailler 2 jobs parce qu'ils font salaire minimum puis ils ne peuvent pas se payer. Fait que, qu'est-ce que tu sais? C'est la Ça va pas même. C'est la capitaliste. Bref, la démocratie irait beaucoup mieux si on avait plus de temps de s'impliquer, si on avait moins à travailler puis à travailler pour notre survie, alors que il y a bien assez de trucs sur la planète Terre en ce moment, à ce que je sache, pour que tout le monde survive. Sûrement que si notre loyer ne coûtait pas 2000 $, on aurait peut-être le temps de travailler moins. Je dis ça de même, mais tout est dans le trou. Puis on aurait peut-être moins le sentiment de vouloir écouter Netflix 5 heures par soir parce qu'on est juste trop comme pirate de mentir rien d'autre. Ouais. Mais mettons qu'on se lève là, la maudite 5 en termes de logement. Là, on sait que dans le monde dans lequel on vit, il y a des possibilités qui sont imparfaites, qui restent qui fonctionnent à même le système dans lequel on est, mais mettons qu'on se permet de rêver un peu. Mettons, c'est quoi votre modèle je ne suis pas obligé d'être complet. Je vais comme reprendre ce qu'on avait dit tantôt, puis aussi aller dans cette question-là, dans cette direction-là. J'étais dans une conférence il y a quelques années, puis il y avait une conférence sur les coopératives, des coops et tout, puis il y avait une dame d'une coopérative qui est arrivée avec son livre, un livre de règles, c'est loin terme, démocratique. Puis elle disait, nous, notre coop, elle fonctionne bien parce qu'on a des règles. On a plein de bonnes règles claires et bien écrites. Puis là, j'ai pris le côté après avec une gare, j'ai dit, peux-tu que. En fait, il y a combien de personnes dans votre coop? Elle dit, il y a 40 unités. Là, j'ai dit, y a-t-il un espace commun dans l'espace? Elle dit, ouais, le sous-sol, c'est un gros espace commun. Il y a aussi l'arrière avec un barbecue. Je suis comme, il y a aussi des activités aussi communes. Oui, les gens ils ont des activités à chaque 2-3 mois.
j'ai dit, est-ce que ça se peut que votre coopérative fonctionne bien, parce que vous avez une tradition qui fait en sorte que vous vous connaissez et que vous puissiez diffuser les tensions dans votre coopérative, parce que vous avez des relations interpersonnelles. Là, elle a réfléchi, puis après 2 heures, elle est revenue à moi et elle a dit, je pense que tu as raison, Pascal. Je pense que des petites crises, tous les petits problèmes qu'on a, qui pourraient développer en gros problèmes, ils sont diffusés dans ces événements-là. Puis, donc, pour revenir à ta question, c'est quoi ma vision du logement? C'est du logement solidaire, du logement où les gens se connaissent, les voisins se connaissent, où ce que les espaces sont aussi conçus pour la rencontre. Et donc, bon, je rends ma compagnie. Moi et mon ami, on a créé un projet qui s'appelle Nouvelle, qui s'appelle le village urbain, puis on crée du cohabitat. Le cohabitat, si vous ne savez pas, c'est du logement où ce que les gens se partagent des lieux communs. Puis, bon, là, on est en train de regarder des terrains à Laval pour développer le centre-ville de Laval. Puis aussi, on a un terrain qu'on est en train de regarder à la Chine. Mais pour nous, ce qu'on veut faire, c'est recréer des quartiers à échelle humaine, à l'intérieur même d'un terrain. Et ce qui s'est passé dans les années 60-70, c'est qu'on a construit des autoroutes, puis on a, comme tout le monde est rentré dans leur voiture, dans la navette spatiale, isolée, à l'air climatisé, puis on a comme cultivé, on a commencé à cultiver l'idée de l'individualisme. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a maintenant plein de problèmes qui en découlent, des problèmes sociaux, des problèmes où les familles sont en pauvreté extrême parce qu'ils n'ont pas d'aide de gens autour de eux. Le logement, ça devrait être la base de plusieurs autres problèmes sociaux qu'on a et il faut le designer pour faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Ah, c'est beau ce que tu dis, ça me donne la lampe à l'huile. Ça me fait rêver. Toi? Ben, moi, je dirais, disons, plus court terme, là, ça serait de penser à essayer d'habiter ces logements qui sont vides en ce moment. Tu sais, un cours d'eau de luxe, il n'y a personne qui habite dedans. Pourquoi on ne peut pas mettre de centre-ville? Oui. Court terme, tu sais. Moyen terme, Pascal, tu parlais du registre des loyers. Je pense que oui, ça devrait être fait officiellement par le gouvernement. Mais non seulement ça, mais il faudra un contrôle des loyers qui va avec ça, un réel contrôle, parce que si le monde ne connaît pas leurs droits, ils ne savent pas que le registre existe, ben, ça ne va pas vraiment les aider. Puis contrôler les loyers selon les capacités à payer, pas selon que tu es capable de shipper un des logements soi-disant abordables avant tous les autres parce que toi, tu as plein d'argent. Puis si on pense plus à long terme, on parlait de tout est dans tout, là, ben, planifier, j'ai déjà parlé de planifier nos quartiers de façon plus démocratique, mais aussi de planifier une construction qui serait éco-énergétique, parce que ça presse, là. Puis des rénovations aussi. Quand il y a tellement de monde qui se font réno évincés, mais les rénovations, je ne pense pas qu'elles sont très éco-énergétiques. Souvent, c'est très esthétique, c'est cosmétique. J'adore ça, moi, une céramique neuve, là. Ah, ça vient me chercher. Puis, un autre exemple, encore pas de tout est dans tout, là, ben, s'arranger pour que les gens puissent payer, qu'ils soient capables d'être logés dans un logement décent, salubre et tout ça, pour pas, par exemple, qu'il y ait de femmes qui sont dans des situations de violence conjugale qui ne puissent pas quitter parce qu'elles ne peuvent juste pas se permettre de quitter. Puis on a vu la vague de féminicide qu'on a eu au Québec et le logement, c'est connecté à toutes sortes de problématiques. On a déjà parlé de l'économie, justement, donc, si vous parlez de rêver, d'aller plus loin, là, c'est ça serait vraiment qu'on puisse prendre en charge nos quartiers. Comme la campagne de mon groupe alternatif socialiste dit, nos quartiers ne sont pas à vendre, mais ils sont comme déjà vendus, fait qu'il faudrait les reprendre, mais en tout cas, nos quartiers ne devraient pas être à vendre. Puis c'est ça, qu'on les planifie ensemble, puis qu'on aille vers, un contrôle de nos besoins fondamentaux, qui soient socialistes, parce que je suis socialiste, mais c'est ça, plus démocratique, puis plus pour nos besoins, pas leur profit. Oui, vas-y. Oui!
On parle souvent les locataires, mais si on creuse plus loin que ça, puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton projet, Pascal, puis là, tu n'en as pas parlé, fait que je vais t'obliger à le dire. Mais non, mais on parlait des jeunes qui sortent du système de la DPJ puis des centres d'accueil qui n'ont pas de famille, qui à 18 ans ne peuvent plus demeurer dans les logements, dans les familles d'accueil où ils sont, et qui se retrouvent forcément à la rue ou en situation de démerde-toi. Puis ça, c'est des populations auxquelles il faut qu'on pense. L'itinérance, ça n'arrive pas pour rien, pour le fun, parce que ça tente. Puis donc, dans ton projet, il y a cette volonté-là de réserver des logements à des jeunes qui sortent du système. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Oui. Fait que moi, je suis documentariste, puis un des films documentaires sur lesquels je me penche, c'est sur la question des enfants qui se font enlever par force de leur famille, puis regarder des solutions qui sont plus sustainable. Donc, après avoir penché sur cette question-là, avec le projet de Cohabitat et le projet de Coop, on s'est dit, il doit y avoir une solution à ces problèmes-là. Puis cette solution, pour moi, c'est It takes a village to raise a child. Right? Puis on a comme avec le noyau nucléaire familial, là, deux parents qui ont un enfant, ou 3-4 parents, c'est aussi un noyau familial, peu importe, d'avoir ces noyaux familiaux qui sont individualistes, pour moi, c'est un grand problème. C'est un problème parce qu'on n'est pas, ça enlève la responsabilité qu'on a envers les familles des autres. Et aussi, on a comme cette tendance dans notre culture de comme touche pas mes enfants, genre, c'est moi qui vais les enseigner des valeurs à moi, puis c'est pas tes valeurs à toi qui vont bleed in on my child. Mais tout ça, pour moi, je vois ça comme un problème. Et c'est tout ça pour dire. Ça ferait bien moins d'enfants, sûrement. Oui, parce qu'il y a des parents parce qu'en fait, la société n'enseigne pas aux gens comment devenir des bons parents. On n'a pas de système présentement qui fait en sorte que tu as des parents qui sont outillés en sachant la psychologie des enfants, etc. Fait que tout le monde est pas mal judgmental. Genre, souvent, les parents sont comme, toi, tu développes des enfants, blablabla. Anyway, c'est ça pour revenir au sujet principal, que j'ai travaillé dans des group homes, où c'est des enfants, des jeunes adolescents habitaient une dizaine de personnes dans une maison. Et ils m'ont dit que leur plus grande peur, c'était d'avoir 18 ans. Parce qu'à l'âge de 18 ans, le gouvernement coupe ton argent, tu es dans la rue, tu n'es pas dans la rue, mais tu es laissé à toi-même, possiblement dans la rue, puis souvent ces gens-là finissent à devenir des itinérants. Il y a un fait que tu disais, moi qui m'a beaucoup choqué, c'est généralement ces jeunes-là ne peuvent même pas retourner sur le site du centre d'accueil parce qu'il y a des questions d'anonymat des jeunes qui s'y trouvent. Fait que tu vis déjà une situation qui est super difficile, tu es en centre d'accueil, c'est la dompe. Puis le maigre tissu social que tu arrives à se faire pendant que tu es là, tu le perds une fois que tu pars. Exact. Imagine, tu as des frères et sœurs pendant genre 18 ans, puis soudainement, tu ne peux plus les voir. C'est assez traumatisant de vivre ça, de tout ça, soudainement. Fait que bon, c'est ça. Fait qu'on va essayer, on va tenter une expérience. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais dans le coop, on aura une chambre qui sera réservée. On espère avoir une chambre réservée pour des jeunes qui ont 18 ans, qui sortent de ces familles-là, et qui pourront intégrer ou être adoptés dans un sens par l'ensemble des personnes sur un même étage. Nice. Est-ce que je peux faire un commentaire là-dessus? En fait, merci parce que je viens de réaliser avec ce que tu as dit que le logement tel qu'il est utilisé et planifié dans le monde occidental, peut-être, je ne sais pas ailleurs, là, en fait, c'est pour les familles nucléaires, si on veut. Oui, je pourrais vous parler longtemps, je vais me revenir, mais je pourrais parler longtemps du concept de famille nucléaire comme un concept capitaliste qui, entre autres, est pour aider à la transmission de la propriété privée, dans le fond, d'une génération à l'autre. Ce qui fait qu'il y en a qui s'enrichissent, pendant qu'il y en a d'autres qui s'appauvrissent. Si on ne pouvait pas hériter de choses des autres générations, la propriété privée serait beaucoup moins attrayante quand même. Puis le concept de famille nucléaire, c'est aussi un concept de coercion, en fait, que les hommes veulent faire comme ça, puis les femmes veulent faire comme ça, puis les enfants, ça va comme ça. C'est super sexiste.
colonial. Moi, j'ai grandi dans une. On va jumper là-dessus. J'ai grandi dans une famille vietnamienne. Puis dans notre sous-sol, on a toujours eu nos oncles, nos tantes avec leurs enfants. Puis plus tard dans notre vie, on a eu ma grande-tante, la tante de mon père, une vieille dame, qui était dans le sous-sol. Puis c'était vraiment super d'avoir, tu sais, moi qui jouais avec mes cousins, puis qu'on faisait des soupers ensemble. Puis tu sais, on le voit de temps en temps, des triplex, c'est la même famille toutes les mêmes familles qui habitent dedans. Des maisons multigénérationnelles. Multigénérationnelles. Puis ça, c'est difficile à faire parce que à cause de comment on a construit nos bâtiments. Mais également, c'est ça qu'on aurait des familles étendues, élargies, qui habitent ensemble. Puis je rebondis là-dessus, il y a aussi les maisons des aînés que la CAQ est en train de faire parce qu'on n'a personne pour aller s'en occuper, mais on va construire des maisons. Mais ces gens-là, on pourrait s'en occuper. Ça pourrait être la famille qui s'en occupe, les amis, tu sais. Fait que tout ça, c'est comme si d'arrêter de voir le logement comme justement un bien mobilier, une propriété privée, puis voir une place où les gens vivent, où les humains vivent, où un quartier, c'est pas juste plein de maisons collées, mais c'est où plein d'êtres humains vivent ensemble. Là, soudainement, on dirait qu'on s'enlèverait certains poids de la société qu'on essaie de patcher comme un CHSLD, des maisons des aînés. Si soudainement, on était tous ensemble là-dedans, il y aurait une plus grande résilience. Puis là, je vais faire mon petit lien avec la crise climatique. Souvent, ce qu'on entend, ça me fait toujours capoter qu'on entend ça quand il y a des désastres climatiques. Il y a eu ça à Mascouche cette année avec la tornade, des inondations, etc. On entend « Oh, wow! Je ne savais pas qu'on avait une telle solidarité entre voisins. » On s'était aidés. Puis là, tu fais « OK, c'est parce que vous ne parliez pas avant, ça c'est problématique. » Puis ça prend une catastrophe pour réaliser que tes voisins sont là pour t'aider, qu'ils ne sont pas juste là pour te passer du beurre. Comme c'est vraiment comme fucked up parce qu'on s'enligne vers une crise climatique, on s'enligne vers, il va sûrement, je ne veux pas rentrer dans le faux dilemme, mais il va sûrement avoir soit ta gang, puis tu t'aides dans ta gang, tu as ta meute, puis genre vous aidez, vous êtes résilients, vous êtes solidaires. Puis il va y avoir les gens qui vont être, tu sais, la loi de la jungle. Moi, j'y vais, mon cash va m'acheter un bateau pour me sauver. Tu sais, comme, il va y avoir ces deux affaires-là. Fait que je trouve que c'est d'autant plus important de parler de logement, puis de crise du logement, puis de solidarité entre famille, puis quartier, puis voisins, voisines, parce que ça s'en vient, ces trucs de trash-là, puis il faut être préparé. Puis une des façons de se préparer, ben c'est ça, jaser. C'est comme la trop facile. Ouais, un peu. Hey, là, ça va avoir à zéro professionnel. Désolé pour ceux qui l'écoutent, mais il est quelle heure? Il est 19h pile. Ah! On fait déjà 1 heure, wow, c'est ça, on avait comme peur de. T'as bien fait de le faire là, mais non, j'allais faire des signes de même. Quelle heure? Fait qu'on est rendu aux questions publiques. Ouais, y a-tu quelqu'un qui. Tu l'as-tu dit au début ou on a encore oublié de le dire? Je l'ai dit, là. En tout cas. Mais on prend tout le temps des questions à chaque semaine. D'ailleurs, si vous nous écoutez en rediffusion et que vous avez des questions pour la semaine prochaine où on parle de. La lutte à la pauvreté. Merci, moi aussi. Vous pouvez pas nous envoyer vos questions, ça nous fait plaisir, mais pour l'instant, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a le goût de poser une question? Oui? Voilà, je vais la répéter après toi. Vas-y. Par rapport à tous ces problèmes-là, quid du revenu universel? On parle au final de gens qui veulent coloniser, amasser une fortune, la transmettre. On essaie de transmettre de l'argent à ses enfants. Des gens qui sont dans la pauvreté, on parle aussi des problèmes des femmes qui peuvent avoir des problèmes de violence conjugale et à pas avoir cette indépendance. Ce revenu universel qui est un sujet qu'on aborde de temps en temps, est-ce qu'il pourrait intervenir dans cette crise de logement? Est-ce qu'il pourrait avoir un intérêt? Donc, on a soulevé la question suivante. Est-ce que le revenu universel garanti pourrait être une piste de solution pour enrayer cette idée-là de devoir amasser des masses d'argent pour subvenir à ses besoins et donc juste en faire en sorte en fait, que financièrement, on soit toutes et chacune souveraine de nos proches? Ben, écoute, moi je suis socialiste, on pourrait dire communiste, fait que je pousserais le revenu universel garanti plus loin, puis je dirais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres?
pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'acheter des yachts, tu sais, je ne sais pas comment prononcer ça, des gros bateaux, des yachts, tu sais, puis qui peuvent, c'est ça, là, pas travailler de leur vie puis vivre sur l'argent qu'ils ont eu de leurs parents, tu sais. Alors qu'il y a du monde qui, tu sais, nos anges gardiens, par exemple, là, qui nous sauvent la vie à tous les jours, puis le gouvernement dit qu'on n'a pas d'argent pour leur donner à eux, alors qu'il y a plein d'argent dans les poches des compagnies, par exemple, qui ont fait encore plus de profit ces temps-ci avec la pandémie, dans les paradis fiscaux, tout ça, tu sais. On salue Jeff Bezos. J'adore saluer des gens. Ben, moi, je dirais taxons Jeff Bezos et toute sa gang, puis décidons ensemble de qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Je pense que oui, un revenu comme ça pourrait peut-être être une forme de transition vers un monde qui serait de plus en plus juste. Ben, je ne sais pas trop quoi ajouter, sauf que c'est important d'avoir l'économie locale, c'est-à-dire d'avoir de l'argent local aussi. Ça, on va en parler à notre semaine sur la centralisation. La décentralisation. La centralisation. 3 minutes. Décentralisation. Fait quoi, de l'argent local? L'argent local en France, ils ont des villages, des quartiers, des municipalités qui ont leur propre argent. En Gaspésie aussi, il y avait la DENI qui fonctionnait un peu. Mais c'est tous des projets qui devraient, si on parle d'argent universel, il faut aussi parler de comment on peut capturer et cultiver une économie qui fait en sorte qu'on s'enrichit solidairement, plutôt que d'utiliser cet argent-là pour l'investir ailleurs. Investir, je veux dire, privatiser, puis de continuer la division sociale et l'égalité. Ça va être une question, je pense, qui va être complexe. Ben oui, c'est sûr que c'est des questions qui sont complexes. Puis on aborde à peine la surface des choses, mais merci pour vos réponses énormément. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le public ou on fait notre petit speech de fin puis on change autour d'une table, on est bien content? Ben, je peux-tu juste rajouter merci. Tu sais, ce que je trouve comme intéressant de penser avec le revenu minimum garanti ou des trucs du genre, c'est aussi de se dire que là, on se trouve à donner de l'argent individuellement aux gens. Ce qui, oui, dans un sens, c'est bon parce que si tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent. Mais moi, j'aime beaucoup aussi l'idée des projets collectifs. De ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là? L'exemple qui me vient en tête, c'est pas la même affaire, mais je pense qu'avec le gouvernement Harper, ils voulaient donner de l'argent aux familles pour les aider à payer leur garderie. Fait que ça allait être comme un retour d'impôt, quelque chose comme ça. Puis nous autres, au Québec, on était comme. On a des garderies, on peut-tu juste prendre l'argent puis à place de les mettre dans les poches de chaque personne, financer nos garderies qui ont besoin de financement, mais qui est aussi une bonne idée parce que, comme tu l'as dit, it takes a village to raise a child. Puis les garderies, c'est une façon plus collective d'élever les enfants ensemble plutôt que utiliser le concept arriéré de la famille où est-ce que les femmes devraient s'occuper des enfants tout seuls à la maison. Donc, qu'est-ce que je dis? Ben oui, dans le fond, au lieu de viser des patchages, de patcher le problème à même l'individu, de plutôt aller vers des actions qui sont collectives, où on se met ensemble et on fait nos. Tu sais, ultimement, je pense, qu'en tant que communauté et que collectivité, c'est pas normal qu'on laisse des gens avoir faim, c'est pas normal qu'on laisse des gens dormir dans la rue. Ça devrait être pris en charge par le groupe. Tout le monde devrait s'assurer que tout le monde répond au moins à ses besoins de base. Après ça, là, peut-être qu'on fera des choses, mais si on faisait ça, personne n'aurait besoin d'argent, normalement. Juste, moi, le fait qu'on paye pour manger, je trouve ça weird. Pour manger, pour le logement, l'éducation, absolument. Fait que si on s'entend que le problème est systémique, le capitalisme, ça prendrait peut-être des solutions systémiques parce que l'ennemi est quand même terrible. Le capitalisme, on va pas vaincre ça de même. Fait que, ça dit sur mon t-shirt, tout uni. On est unis ensemble. Fait que tout le monde révolution! Bon. Est-ce que vous voulez vous plugger? Pluguez-vous, c'est le temps de se plugger. Qu'est-ce que vous avez à plugger là, tout de suite? J'ai un autre truc à plugger qui fait partie de ce qu'il vient de dire. Il y a un autre projet que j'ai mis en place qui s'appelle Soupe locale. Et c'est un projet où les gens viennent en une soirée, ils mettent de l'argent, puis 4 projets leur sont présentés, des projets locaux dans leur quartier. Et puis durant cette soirée-là, ils veulent pour le projet qu'ils veulent financer. Tout l'argent va à ce projet-là. Donc, c'est une soirée de microfinancement, mais en plus, c'est une soirée où les gens savent qui fait quoi dans leur quartier et comment on peut ça crée une cohésion sociale. Ah, la cohésion sociale, on aime ça! Et les gens s'entraident. Je me dis, il manque dans notre société québécoise des mécanismes
de démocratie participative, de développement économique participatif et hands-on. Dans d'autres endroits dans le monde, c'est le cas, mais ici, il me semble qu'il manque de... Puis mettons, soupe locale, on peut-tu comme suivre ça quelque part? On t'a dit Ouais, soupe locale, soupe locale centre-sud, c'est plus moi qui m'en occupe, mais c'est le quartier centre-sud qui l'ont repris et puis qui font une super job. Il y a même de la soupe gratuite faite par des chefs, puis des beaux projets qui sont présentés. Nice. Fait que soupe locale, village urbain qu'on va checker, puis c'est pas toi, mais registre citoyen des Verts. Oui. Si vous n'avez pas encore inscrit votre bail d'ici la fin de l'épisode, faites-le tout de suite après. Voilà. Merci. Et Rosalie? Oui, ben j'ai déjà plugué mon t-shirt, puis j'ai un camarade là-bas, Julien, qui a le même t-shirt. Salut Julien! Je vous jure, on n'a même pas planifié ça. Mais Julien, il y a nos dépliants de notre campagne logement. Fait qu'il y a un dépliant qui parle de vos droits en tant que locataire, surtout pour comment refuser une hausse de loyer. On a distribué ça beaucoup dans le sud-ouest, surtout à Verdun, avant le 1er juillet. Puis on a un dépliant aussi qui explique plus le phénomène de la gentrification, en fond. Puis on a parlé de spéculation immobilière, tout ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut s'organiser. Fait que si ça vous tente de vous joindre à notre campagne logement, ben go, ça serait super cool de jaser avec vous, tout ça. Puis de faire grandir le mouvement, dans le fond, pour qu'on s'organise ensemble. Pour éventuellement, oui, la révolution, certain. Pas demain, là, mais On s'en vient. C'était la fin, Oui, non, c'est parce que je voulais être sûre de dire les noms comme du monde, mais bon, on va vous remercier encore une fois d'être venus. Rosalie Bélanger, Rio et Pascal Youn qui ont été avec nous. Oui. Oui, ok, non, je sais. Mais là, regarde-moi pas de ben, j'arrête! Seigneur! Mais non, mais merci aux gens dans le public. Merci à Philippe Côté, le Duc, à la technique. Merci aux gens en service. Merci à la carte du Rebecca. On rappelle que vous pouvez venir à chaque dimanche de 17h à 19h. Au 31 octobre! Yes, donc merci à Robin et à Maud et Josh. On se revoit la semaine prochaine. Merci, elle. Hey, merci Coralie, c'était super le fun. C'était super le fun. Et la semaine prochaine, c'est la lutte à la pauvreté. C'était vraiment super intéressant. Genre, on a dépassé, on n'avait pas d'heure, mais c'était parfait, c'était vraiment hot. Merci beaucoup. La preuve que vous vous améliorez aussi, vous avez dit pour voter en même temps. Oui, on a eu. c'était tout stagé. Ben là, oui, c'était vraiment genre, la semaine passée, c'était plus que silence, là, il y a eu des claps, le monde était comme. Des réactions, c'est malade, ça vraiment. Là, je suis allée voir mon chat. Les micros sont-ils parfaits? OK. On commence, on passe. Ouais, ça a vraiment mieux. Hey, ça a vraiment mieux. On a vraiment mieux gaulé. Ah oui! Je vais faire ma plug. Hello. OK, hey, j'ai oublié de faire ma plug. J'ai oublié ça, je suis désolée. L'organisme Gauche, si vous avez apprécié le podcast, vous voulez que ça continue, on a besoin de sous, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Donc, il y a des bénévoles qui vont passer avec un chapeau, donc pour l'argent comptant. Et si jamais vous voulez faire, vous n'avez pas d'argent comptant,